Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Alors vous voyez, j'ai une petite bronchite, donc ça fait une grosse voix, c'est rigolo, mais ça ne m'empêche pas de faire des commentaires sur les livres. Donc aujourd'hui c'est Gengis Khan, hein, donc c'est l'Asie centrale, c'est la Chine, c'est la Mongolie, c'est un monde très romanesque, très sauvage, très cruel aussi. Donc je m'appuie aujourd'hui j'ai déjà utilisé ce livre. C'est René Grousset, hein, de l'Académie française, enfin c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la grande référence historique de l'Asie, du Proche-Orient. Et notamment il avait fait de très nombreux livres très intéressants sur les croisades, hein, sur les Francs donc en Syrie, par exemple. Et il a aussi produit l'Empire des Steppes, donc ça a été réédité avec Attila, Gengis Khan, Tamerlan, ça a été réédité il y a quelques années, et c'est un gros ouvrage, hein, qui fait dans les 800 pages dans ce format, quoi. Voilà, donc René Grousset, dans la série Atlantide, l'Empire des Steppes. Voilà. Donc, et ensuite, on verra ce roman, hein, c'est ancien aussi, hein. Je ne sais plus quand il a été édité, celui-ci, c'était au XXe siècle, je crois, hein, chez Grasset. Donc, ça a été édité quand, ça? En 98, hein, donc c'était fin du XXe siècle, donc c'est pas récent, mais c'est un beau roman, hein, voilà. Donc ça, c'est Homérique, le loup mongol. Voilà. Donc ce sera pour la semaine prochaine, celui-ci. Donc aujourd'hui, je vous fais un certain nombre de lectures sur la Mongolie au XIIe siècle. Hein, donc c'est à peu près dans ces eaux-là, Homérique. Donc page 284. Donc ça pourrait être une des sources. C'est pas impossible d'ailleurs, hein, parce que celui-ci est écrit, enfin le livre d'histoire est écrit bien avant le roman. Hein. Donc il est fort possible que l'auteur, hein, l'auteur, qui est l'auteur d'ailleurs, je ne me souviens plus, Frédéric Dion, voilà. Frédéric Dion ait lu, bien sûr, le livre de René Grousset. Donc René Grousset nous dit, page 284, la Mongolie au XIIe siècle. Page 284. 284. J'y arrive. La Mongolie au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, la carte de l'Asie, on l'a vu par ce qui précède, était ainsi dessinée. La Chine était partagée entre, au sud, l'empire national des Song, capitale Hangzhou, et au nord, le royaume Tungus des Churchat, Zhongchen ou Qin, capitale Pékin. Dans la partie nord-ouest de la Chine, dans l'Ordous et le Kansu actuel, s'était formé le royaume Tangut de Xi'an, d'affinité tibétaine. Au nord-est du Karin, de Turfan à Kutcha, vivaient les Turcs ouïghours, Turcs civilisés de culture bouddhique et nestorienne. La région de l'Izikul, du Chu et de la Kangari formait l'empire des Karakitai, peuple de race mongole et de culture chinoise. La Transoxiane et l'Iran presque entièrement appartenaient au sultan des Khwarizm, turcs de race, musulmans de religion, de culture arabo-persane. Derrière eux, le reste de l'Asie musulmane était partagé entre les califes abbassides à Bagdad et les sultans ayyoubites, kurdes de race, arabes de culture, en Syrie et en Égypte, et les sultans seldjoukides, turcs de race, très iranisés de culture, en Asie mineure. C'était là l'Asie sédentaire. Au-delà, plus au nord, s'agitait aux confins sibéro-mongols, dans les steppes au nord du Gobi, vers les monts Altaï, Kanghaï et Kentai, un grand nombre de tribus restées nomades et appartenant aux trois branches de la race altaïque, turque, mongole et tongus. En dépit de cette division linguistique, la plupart des nomades de la
Haute-Asie menaient la même vie sous le même climat, avaient un air de parenté ethnique qui a frappé tous les voyageurs. Le portrait que trace de M. Grenard ne diffère guère de ceux d'Amain Marcelin, de Rubens ou des analystes chinois. Ils avaient la face large, nez écrasé, les pommettes saillantes, l'œil bridé, les lèvres épaisses, la barbe rare, les cheveux noirs et roides, de la peau bistrée, cuite par le soleil, le vent et la gelée, la taille courte, les corps épais et massifs sur des jambes arquées. Ce portrait du Hun ou du Mongol éternel se rapproche du reste assez de celui de l'Esquimau ou du paysan de nos côtes, car l'existence sur ces vastes étendues balayées par le vent, glacées en hiver, brûlantes pendant quelques semaines l'été, impose aux races assez fortes pour lutter contre une telle nature, la même vigueur noueuse et rabougrie. La position exacte de plusieurs de ces tribus est difficile à préciser, et ce n'est qu'à titre d'approximation qu'on peut proposer des localisations vraisemblables. Un des principaux peuples turco-mongols, celui des Nahiman, habitait, semble-t-il, dans le district actuel de Kobdo, et du côté de l'Upsa Nord, jusque vers l'Irtish Noir et le Zaïsan Nord, d'une part, jusque vers la Selanga supérieure de l'autre. Bien que leurs noms paraissent mongols, Nahiman signifie 8 en mongol, leurs titulaires sont turcs. Et les Nahiman pourraient bien être des Turcs mongolisés. Voilà, bon, c'est une peinture de cette époque et de ces peuplades. Ensuite, nous avons, page 295, la première tentative d'union de ces peuplades. Page 295. Page 295. 13. 15, voilà. La tradition mentionne dès avant peut-être le XIIe siècle une première tentative parmi les Mongols propres pour former une nation organisée, Ulus Irgen. Un chef mongol nommé Kaidou se serait signalé en battant la tribu rivale des Djellahir et aurait commencé à grouper dans sa clientèle un certain nombre de familles de diverses tribus. C'est son arrière-petit-fils, Kaboul, déjà décoré du titre royal, Kaboul Khan, et même très posthumé du titre impérial dans l'histoire secrète, Kaboul Kagan, qui aurait le premier osé affronter les puissants souverains Jurchait et les rois Qin, maîtres de la Chine du Nord. La légende mongole nous le montre d'abord vassal des Qin, reçu à Pékin par l'empereur Qin et se comportant avec lui comme un sauvage au pays civilisé. Il stupéfait ce prince par son appétit et sa soif pantagruélique, puis, ivre, tire la barbe du monarque. Ce dernier lui pardonne et au départ lui octroie de riches présents, mais leur relation se gâte bientôt. Kaboul Khan, fait prisonnier par les Qin, leur échappe en massacrant les officiers lancés à ses trousses. Il est possible que ces anecdotes soient la fabulation des luttes que les Qin eurent à soutenir contre les nomades de Mongolie en 1135-1139, luttes au cours desquelles le général Qin Uchahu s'était avancé dans les steppes, se fit battre par les Mongkou, si bien qu'en 1147, la cour de Pékin dut conclure la paix en offrant aux Mongols un contingent de bœufs et de moutons et certaines quantités de grains. Les sources sino-joutchen appellent le chef mongol qui obtint ces conditions Ngaholopokilier, nom qui, d'après M. Pelliot, historien, pourrait sans doute être restitué en Orobojilo. Barthold avait essayé de rapprocher ce nom de celui de Kutula Kakan,
quatrième fils de Kaboul et personnage célèbre dans la tradition mongole. Bon, voilà, c'est un pendant intéressant. Les débuts, hein. Donc par contre, là, on va passer vraiment à Gengis Khan. La jeunesse de Gengis Khan, page 297. Le fils aîné de Yesugei Temujin, qui devait un jour s'appeler Gengis Khan, était né en 1155 sur la rive droite de l'Onon, dans la région de Dolin Boldak, aujourd'hui en territoire russe à environ 115 de longitude est de Greenwich. Nous connaissons quelques traits de la physionomie due au chinois Meng Hong et au persan Zhu Jianin. Une haute taille, une charpente robuste, un large front, des yeux de chat, et à la fin de sa vie, une longue barbe. Les péripéties de sa jeunesse, sa résistance au froid les plus terribles, comme la chaleur les plus étouffantes, son endurance inouïe, son indifférence aux blessures comme aux mauvais traitements dans la défaite. La retraite ou la captivité donne à sa vitalité une idée extraordinaire. Son corps endurci dès l'adolescence par les plus rudes privations, sous le climat le plus âpre, dans les conditions les plus précaires, son esprit trempé dès le début par l'épreuve, devait faire de lui un homme de fer qui étonnait le monde. Quand il devient orphelin en 1167, il n'avait qu'une douzaine d'années et son clan le jugeait trop faible, refusa de lui obéir. Malgré l'énergie de sa mère, Helene et Kay, les derniers fidèles de son père, l'abandonnèrent, emmenant les troupeaux. Ainsi spolié par ses agas, l'adolescent restait seul avec sa mère, ses trois frères, Khazar, Khatchun et Temege, et ses deux demi-frères, fils d'une autre femme, Bekter et Belguthay. Les petites troupes tombées dans la misère, fut réduite à vivre de chasse et de pêche du côté des monts Kentai, alors appelés monts Burkan Khaldun, aux sources de l'Onon. À la place et au détriment de Temujin, la direction parmi les Birjigin avait été revendiquée par les chefs du clan Taichihut, Targutai Kilarchu, et son frère Todanyan, qui était fils d'Ambakai, et qui par conséquent appartenaient eux aussi, et peut-être plus sûrement, à la descendance de Khan mongol Kaidu, déchu de la royauté après la catastrophe de 1161. Voilà, bon, ça donne une idée de l'évolution. Ensuite, on va passer plus loin, quoi. À la rupture de Gengis Khan avec Wang Khan. Donc oui, il se passe des tas de choses, hein, bon, mais je ne peux pas tout vous dire non plus. Donc c'est évoqué ensuite dans le roman. Hein. Page 312. 312, 312, 312, 312, 312, 312. Rupture. Voilà. Donc c'est bien là, hein. Alors, rupture de Gengis Khan avec Wang Khan, conquête du pays Keraït. Excusez-moi, je me gorge prise. Jusque-là, malgré certains torts du Wang Khan et à son égard, Gengis Khan lui avait été continuellement fidèle. Estimant avoir irréprochablement rempli ses devoirs de vassal, le héros mongol demanda pour son fils Jorchi la main de la princesse Cha-Ur-Baki, fille du souverain Keraït. Le refus de Wang Khan, nous lit l'histoire secrète, blessa profondément le héros. Le roi Keraït avait sans doute eu tort de ne pas deviner un rival dans son client, de ne pas l'abattre lorsque celui-ci s'était proclamé Khan, vers 1196. Quand le Wang Khan commença à prendre l'ombrage, il était déjà trop tard. Peut-être
D'après certaines réflexions qui lui sont attribuées, en avait-il vaguement conscience? Déjà âgé, les cheveux blancs, il eût voulu finir ses jours en paix, mais il se trouvait poussé à la rupture par son propre fils, Ilka, ou Nilka, plus connu par son titre chinois de Tianqin, en mongol Tsangkun. Tsangkun conseilla au Wang Khan, son père, de soutenir Janmuka contre Gengis Khan. Il s'était lié personnellement avec ce même Janmuka qui, à son instigation après l'échec de son éphémère royauté, s'était réfugié à la cour karaïte. D'abord, avec le Sangun, Janmuka excitait la méfiance de Wang Khan contre son puissant vassal, accusant ce dernier de préparer une trahison. Je suis, mandait-il, au Wang Khan, l'alouette qui vit au même endroit dans la mauvaise comme la bonne saison. Gengis Khan est l'oie sauvage qui vit en hiver. En même temps, Altan, l'héritier légitime des anciens Khans mongols, inconsolable d'avoir laissé passer la royauté aux mains d'un parvenu, était venu se donner, lui aussi, au Wang Khan et excité de même à la guerre contre l'ancien allié. En 1203, la rupture était consommée entre Gengis Khan et les Karaïtes. Cette rupture constitua le tournant décisif de la vie du héros mongol, lui qui, jusque-là, s'en était tenu au rôle de brillant second à l'égard de Wang Khan. Il avait désormais lutté contre lui seul et pour la première place. Les Karaïtes, à l'instigation de Changun, essayèrent de se débarrasser de Gengis Khan en l'attirant dans une autre vue de feinte réconciliation. Puis, le piège ayant été éventé, ils organisèrent une attaque brusquée pour le prendre par surprise. Deux pâtres, Kishlik et Badaï, qui avaient entendu le général karaïte Yeke Tcheren raconter aux siens, aux siens ce qui se préparait, coururent en avertit Gengis Khan. Celui-ci, il devait les anoblir par la suite, prirent en hâte ses dispositions de combat. Il se retira d'abord, nous dit l'histoire secrète, près des hauteurs de Mao, Ondur, où il laissa un petit poste depuis le lendemain. Il s'établit plus en retrait, près de la montagne de Yuan-Che, que le Yuan-Che appelle Alan ou Naglan, Doson d'après le Rachid al-Din, Kalaïdjin Halt, Hyacinthe Kalagun Hola, qui est le Kalagalachit Elet de l'histoire secrète. C'est compliqué. En l'espèce, un des contreforts de la chaîne du Kinga, près de la source du Kalakagol. Bien que prévenu à temps de l'approche de l'ennemi par ses fourrageurs, des gens de l'Alchidai Noyan, Gengis Khan joua sans doute là la plus rude partie de sa carrière. Le choc fut très rude. Les lieutenants de Gengis Khan, le vieux Jorcheidai Noyan, chef du clan Uruhud, et le chef du clan Mangkud, Yongjidar Shenchin, firent des prodiges. Yondurar jura d'accomplir et accomplit la prouesse d'aller planter son touk, son étendard sur la colline située derrière l'ennemi, après avoir traversé de part en part les lignes adverses. Jorcheidai blessa d'une flèche au visage Sangun Keraït. Mais devant la supériorité numérique des Keraïtes, Gengis Khan, pendant la nuit, s'éloigna du champ de bataille. Son troisième fils, Ogodai, manqua à l'appel, ainsi que deux de ses plus fidèles lieutenants, Burchu et Borokul. Ils rejoignirent enfin, Borokul tenant dans ses bras, sur son cheval, Ododai, blessé au cou par une flèche. À cette vue,
dit l'histoire secrète, l'homme de fer versa des larmes. Gengis Khan en était en état d'infériorité évidente, battit en retraite le long du Talkagol, en direction du bord nord et du Dali nord septentrional, après, près du lac Tokko, dit la nomenclature chinoise du Yangtze. À l'embouchure du Kalkagol, dans le bourg nord, vivaient les Konjirad, la tribu dont sortait la femme de Gengis Khan. Celui-ci fit appel à cette parenté et finit un peu plus tard par obtenir leur aliment. Voilà, après il y a plein de péripéties, donc c'est très 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 romanesque. Hein. Voilà, donc ça donne le goût de ces péripéties violentes et nombreuses de la vie de Gengis Khan. On va faire un passage qui s'appelle Gengis Khan empereur, page 324. Page 324. D'accord. Alors, Gengis Khan n'avait pas attendu les dernières soumissions ou exécutions pour faire consacrer son pouvoir par les tribus. Au printemps 1206, il avait réussi près des sources de l'Onon dans une grande assemblée où Kuritai, ils avaient réuni tous les Turco-Mongols déjà soumis en espèces, les nobles de la Mongolie extérieure actuelle. Il fut à cette occasion proclamé par l'ensemble des tribus mongoles et turcs Khan suprême, ou, comme traduit l'histoire secrète, Kahan ou Khan, selon la vieille titulature des Juan au 5e siècle, passé depuis à tous les maîtres successifs de la Mongolie. Tu Chiu au 6e siècle, aux Ouïghours, il y a toujours des Ouïghours, hein, musulmans en Chine actuellement, au 8e siècle, martyrisés actuellement aussi. Hein. C'est à ce même titre que les voyageurs occidentaux, Plan Carpin, Rubruk, Marco Polo, Odoric de Pordenone, rendent par Grand Khan. Pour qu'on peut traduire par empereur, depuis la chute des Ouïghours en 840, l'empire des steppes était pratiquement tombé en désuétude. Gengis Khan, en se faisant proclamer Khan suprême de tous ceux qui habitent sur les pentes de feutre, proclamait que ce vieil empire, tour à tour possédé par les ancêtres des Turcs, les Yongnu, puis par les ancêtres des Mongols, les Juan et Heptalites, puis de nouveau par les Turcs, Toukwi et Ouïghours, était définitivement restauré au profit des Mongols. Turcs comme Mongols étaient ainsi englobés dans la nouvelle nation mongole, et désormais c'est sous le nom de Mongols que seront connus vainqueurs et vaincus. Kirait et Naiman, comme Borjin, toutes les générations vivant sous des tentes de feutre. C'est de ce nom qu'ils se glorifieront désormais. Une part mal connue dans ce Kuritai de 1106 fut tenue par le chaman Kokchu, aussi appelé Tam Tangri. Le père de Kokchu, le vieux Munklik ou Munlik, avait joué un rôle considérable dans la vie de Gengis Khan, dont il avait finalement épousé la mère, la douairière Elenke. Kokchu, que ses pouvoirs magiques entouraient d'une crainte superstitieuse, il montait au ciel sur un cheval gris pommelé et conversait avec les esprits, annonça au Kuritai que l'éternel ciel bleu consacrait Gengis Khan comme Khagan universel. Cette consécration céleste fut invoquée par le nouvel empereur comme base de son autorité. Il s'installa Khagan, ou plutôt exactement Khan, par le pouvoir, l'ordre et la force du ciel éternel. Et c'est le protocole que nous retrouverons sous ses successeurs, par exemple sous le sceau de son petit-fils, le grand Khan Guyuk, écrivant au pape Innocent IV.
Un culte particulier, note Vladimir Stov, fut rendu à la bannière Touk de Gengis Khan, la bannière blanche, à 9 queues de yak, considérée comme le symbole et l'habitat du génie gardien du clan impérial, le clan d'or. C'était le génie de la bannière, dit Vladimir Stov, le Sudé, qui conduisait les Mongols à la conquête du monde. Voilà, donc ça donne les bases et les connaissances suffisantes, je pense, avec d'autres ouvrages, bien sûr, pour écrire ce genre de roman. Donc la prochaine fois, ce sera Homérique, le loup mongol. Voilà. Je vous rappelle qu'il faut acheter ces livres, hein. C'est une belle romance aussi, donc du Sabre de Damas. Les 2 premiers sont en vente, hein, sont édités sur les 8. Petit détail, hein, donc demain, samedi 6, je serai à Gouesnou, près de Brest, donc dans une librairie Leclerc, hein, un centre culturel Leclerc, vers 10h jusqu'à 18h, 18h30, pour des signatures, voilà. Donc venez en nombre acheter ces livres. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous, et je vous dis à la semaine prochaine pour celui-ci. À bientôt.